Merci Nathalie. Alors c'est à l'ASFAM à présent de prendre la parole et nous allons le faire au nom de tous les membres de l'ASFAM. Alors plusieurs questions liminaires ont été posées à chacune des 4 sociétés dans le cadre de cette matinée et ces questions sont de complexité variable mais elles sont beaucoup trop significatives pour qu'on puisse prétendre les résoudre facilement et rapidement. Aussi, Jean-Marc Chouvel et moi-même allons tenter non pas d'y apporter des réponses, ce serait présomptueux, mais de les reformuler dans des termes et dans une perspective qui concerne particulièrement la Société française d'analyse musicale. Pour ce qui concerne l'historique du contexte d'émergence de l'ASFAM et ses perspectives disciplinaires, rappelons brièvement que notre société a été créée au début des années 80 et que son apparition coïncide avec l'émergence en France d'une discipline académique dans la mesure où cette nouvelle discipline de l'analyse musicale entendait se faire une place parmi les bastions universitaires de l'histoire et de la critique musicale. Cette légitimation disciplinaire de l'analyse et de la théorie musicale supposait la reconnaissance de concepts, de procédures, de débats spécifiques et intégrait des courants de pensée qui irriguèrent les sciences humaines de l'époque, notamment ceux de la linguistique et du structuralisme. Les anciens, dont je suis, qui ont accompagné ces moments inauguraux, sont probablement plus sensibles aux évolutions et aux pratiques de l'analyse musicale que nos plus jeunes condisciples qui considèrent comme acquise son existence institutionnelle. Alors, le champ de l'analyse musicale, c'est une grosse question. Plus d'une trentaine d'années se sont écoulées depuis, durant lesquelles plusieurs sociétés sœurs de théorie et d'analyse musicale se sont constituées en Europe. On en compte 11, je crois, aujourd'hui, et se sont succédés à un rythme quadriennal de fructueux congrès internationaux, les Euromac. À chacune de ces rencontres, depuis la première en date à Colmar en 1989 jusqu'à la dernière, l'Euromac 9 en juillet 17 à Strasbourg, il est apparu que le champ de recherche de l'analyse musicale s'est considérablement agrandi et transformé. Agrandi puisque les thématiques, les corpus, les sujets se sont élargis, se sont multipliés. Et transformé, notamment, on l'a déjà dit dans le cadre des travaux des autres sociétés, transformé notamment par l'irruption des nouvelles techniques numériques dans la transmission, dans la création et dans l'évaluation de la musique. Ces nouvelles technologies génèrent par elles-mêmes de nouveaux objets de recherche et de nouvelles configurations de la recherche. Or, en reprenant les termes dans lesquels Dominique Minguenot observe ces mêmes mutations dans son domaine de recherche, l'analyse du discours, on relèvera que la puissance de cette innovation est si grande qu'il est facile de se donner à peu de frais un certificat de modernité sans procéder à un aggiornamento conceptuel. En effet, le développement des humanités numériques demande une réflexion qui éviterait probablement que, sous le couvert de nouveaux habits, on en revienne à une simple description de l'objet sonore, certes plus fine, mais qui n'en demeure pas moins au stade liminaire de l'analyse. Il s'agirait de reprendre à nouveau frais la question de savoir si et comment ces innovations contredisent, confortent ou transforment les présupposés des théories et des méthodes analytiques qui les ont précédées. Au dernier en date des Euromac, à Strasbourg, Jean-Pierre Bartoli, qui préside l'ASFAM actuellement, et moi-même, au nom de l'ASFAM, posions la question de l'autonomie disciplinaire de l'analyse musicale. Question analogue à celle que Jean-Jacques Nattiez avait formulée sous la forme d'un dilemme, unité ou éclatement de la musicologie. En effet, si depuis l'émergence de l'analyse musicale, le champ de notre discipline s'est largement ouvert,
il est aussi devenu profondément hétérogène. Et dans le même temps, les fondements d'une possibilité de théoriser la musique ont été fortement contestés, notamment outre-Atlantique. Naturellement, dans ce champ en expansion, on pourrait tenter de distinguer des tendances dans les méthodologies de l'analyse, des approches descriptives d'une œuvre ou d'un corpus, des traductions interprétatives d'un donné musical, des théorisations d'un langage, et à cela s'ajoutent aussi bien des études se présentant la plupart du temps comme des analyses musicales, mais qui sont parfois élaborées par des chercheurs appartenant à des disciplines diverses, la sociologie, la psychologie, l'histoire, l'anthropologie, la philosophie et d'autres, qui mobilisent une conceptualisation et des méthodes exogènes à celles de l'analyse musicale à proprement parler. Quoi qu'il en soit, la cartographie de cette recherche demeure de plus en plus difficile à mener, et cela, il me semble, pour deux raisons. D'une part, en raison du flouté de ses limites et de ses partages, et d'autre part, dans la mesure où le relevé de ces territoires supposerait un point de vue en surplomb. Cette démarche de repérage et de mise en perspective aurait alors peu de chances d'aboutir, puisqu'elle contreviendrait à une exigence de la recherche qui demande à ne se laisser enfermer dans aucun dogmatisme. Reconnaissons donc que cette expansion foisonnante des territoires de la musicologie et de l'analyse musicale risque d'hypothéquer la possibilité d'un travail commun et coordonné sur le musical et conduit à formuler un certain nombre de questions. Car on peut se demander si l'analyse musicale en particulier, mais aussi la musicologie, on l'a vu dans son ensemble, ne sont pas simplement devenus des espaces foncièrement post-disciplinaires. Peut-on voir se développer, s'élargir, se multiplier le champ des analyses du fait musical sans jamais s'interroger et débattre est important, sur les principes, les concepts, les méthodes tacites qui le sous-tendent, sans jamais tenter de savoir si l'on peut l'organiser et si oui, comment. La recherche en analyse musicale. Afin d'avancer dans ce questionnement, il serait probablement fructueux d'interroger les modes de regroupement des chercheurs. De façon générale, on peut avancer que les communautés de chercheurs se nouent selon deux logiques. La première, soit ils se retrouvent autour d'un corpus pour des raisons que nous dirons territoriales. Je donne un exemple, texte, voix et expression dans la musique autour de la Méditerranée. Ici est convoqué un corpus vocal, le texte et la voix, ciblé géographiquement, le pourtour méditerranéen, dont on examine le contenu expressif. Expressif est employé. Autre exemple, le hip-hop francophone, centré autour d'un corpus spécifique qui demande la conjonction de chercheurs d'horizons divers, approches sociologiques, politiques, linguistiques, etc. Deuxième mode de regroupement, deuxième cas de figure, le regroupement de chercheurs peut s'ordonner autour d'un questionnement épistémologique. J'en imagine des exemples, les journées de sémiotique musicale, les processus narratologiques dans les répertoires de la deuxième moitié du XXe siècle, extension et limite de la formalisation schenkerienne dans l'analyse de Debussy, celui-là je l'ai inventé pour Nicolas. Dans ces trois exemples, des notions et des méthodes prédéfinies sont mises à l'épreuve de la pratique. Donc, d'un côté, le partage empirique d'un même territoire, de l'autre, le partage contraignant d'une même hypothèse épistémologique. Bien qu'un peu triviale, cette distinction doit être formulée. Elle permet de comprendre la distribution de la recherche entre l'analyse considérée comme discipline autonome, l'épistémologie forte, et l'analyse musicale ordonnée à la recherche d'une contextualisation, d'un sens externe des productions musicales, position épistémologiquement plus labile, plus
plus territorial, autorisant une conséquente liberté d'interprétation des rapports d'un corpus à son contexte. Pour sortir de cette alternative qui toujours oppose analyse interne et analyse externe des textes musicaux, le projet serait de conjoindre, en les articulant, les deux versants du texte musical autour duquel nous nous retrouvons tous. D'un côté, l'analyse musicale ordonnée à faire apparaître, à théoriser dans la clôture du texte, le sens musical tel qu'il émane de la structuration de ces différents plans, dans la filiation par exemple des travaux des nouvelles rhétoriques, et de l'autre, un point de vue énonciatif, pour employer un vocable de la théorie littéraire, qui considère l'œuvre comme un discours, demandant qu'on analyse les renvois sémantiques auxquels le texte musical peut donner lieu. Pourrons-nous élaborer un tel projet fédératif de recherche sans concevoir une analyse qui permette d'articuler selon un protocole de recherche précis, l'analyse interne et l'analyse externe, articulée, 2, la poétique immanente du texte et son ouverture au-delà de la couture du texte, 3, la mise en œuvre d'outils spécifiques de l'analyse musicale. Pour cela, il faut ouvrir des perspectives et je donne la parole à Marc. Merci Marie-Noëlle. C'est important effectivement d'essayer de comprendre quels sont les principes de démarcation, et ce que j'appellerais l'axiomatique, un mot évidemment que j'emprunte aux mathématiques, dans un contexte interdisciplinaire. La question de l'autonomie de la musicologie, dans ce contexte où elle pourrait rapidement être absorbée par les méthodologies d'autres disciplines des sciences humaines, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, Marie-Noëlle les a citées, pose la question de la nature des théories fondatrices de la discipline. L'émergence de l'analyse musicale marque très clairement une revendication de cette autonomie théorique. Et cette autonomie théorique passe par la manipulation technique de concepts spécifiquement musicaux. Et de ce point de vue, il convient de rappeler que l'analyse a été longtemps, bien avant la création de l'ASFAM, une discipline prise en charge par les musiciens et en particulier par les compositeurs. Rameau, Vincent d'Indy, Schoenberg, Babbitt, Messiaen, plus proche de nous, Louvier qui était membre de la Société ou Livinas. Et évidemment, sans chercher à être exhaustif. Ce rapprochement avec la pratique fait aussi que la Société française d'analyse musicale a toujours cherché à mélanger ses membres entre les gens qui venaient du conservatoire et les gens qui venaient de l'université ou d'autres institutions. Donc l'articulation entre analyse et création musicale, c'est une articulation importante et elle explique aussi en quoi l'analyse est un enjeu pour l'intelligence des productions musicales et pour cette production elle-même. Cette proximité avec le creuset de la musique oblige l'analyse musicale à confronter ses outils avec la pratique musicale. D'ailleurs, la Société d'analyse musicale a pratiqué un genre qu'elle a appelé le concert-analyse. C'est un genre en fait assez ancien, qui, par exemple, a donné lieu à des concerts de Claude Elfer, d'Anne Piré, de Thérèse Malingro. Vous pouvez entendre sur le site de Musée Médiane un de ces concerts de Claude Elfer enregistrés qui est un modèle du genre. Une grande part de son évolution récente tient à la prise en compte de l'évolution des pratiques. Et il y a eu également un élargissement du domaine de l'analyse qui a commencé à s'intéresser donc à l'interprétation, performance dans le vocabulaire anglo-saxon. Cela indique également un changement d'échelle des interrogations analytiques. L'analyse donc s'est intéressée au son et aux propriétés acoustiques des productions musicales, ceci pour la voix, pour les instruments, pour l'électroacoustique. Et elle s'est intéressée parallèlement aux conduites, aux gestes, au style d'interprétation. Et là, évidemment, on a pu rejoindre des questionnements de la Société française d'ethnomusicologie. Ce changement de focus a considérablement élargi le champ d'investigation de la musicologie, et sans aller jusqu'à parler de micromusicologie, ce qui m'arrive parfois, il est indéniable que ces questionnements ont paradoxalement ouvert la voie à une prise
une prise en compte plus globale du phénomène musical. Les dichotomies analogiques numériques ou réelles symboliques se sont au fond estompées dans une intégration plus précise des mécanismes de formation de l'expression et une intelligence plus fine de tous les aspects du musical. Dès lors, la musicologie s'est retrouvée dans une position extrêmement intéressante, devenant un carrefour où la contribution de toutes les sciences, dures ou molles, humaines et inhumaines, entre guillemets, pouvait venir dialoguer avec un des objets les plus intimes du fonctionnement de l'humanité. Parce que c'est quelque chose qu'à mon avis la musicologie ne doit pas oublier, son objet est central et devient central dans des problématiques qui viennent par exemple de la philosophie de l'esprit. Et la musique est peut-être l'objet où ces problématiques, les problématiques du rapport corps-esprit, les problématiques de ce que Dufour appelait le rapport mathésis et subjectivité, sont absolument déterminantes. Dans cette évolution, le passage du paradigme structural aux sciences cognitives a été sans aucun doute déterminant et l'analyse musicale a largement été impliquée dans ce mouvement depuis l'introduction de la notion de musicologie cognitive par Otto Lasque au milieu des années 70 jusqu'à mes propres propositions pour une analyse cognitive entre 90 et 2010. Ceci au prix d'une synthèse impliquant la phénoménologie, la psychologie, les sciences cognitives et l'algorithmique. Il faut d'ailleurs noter que l'analyse musicale, qui a été portée sans aucun doute par le courant formaliste, est aussi très proche de l'informatique musicale. Et que dès la création de la SFIM, il y a eu nombre de membres communs entre les deux sociétés, d'André Riot à Pierre Coupry. Ces évolutions sont probablement très loin d'être achevées et il est assez évident que l'on va assister à un déplacement dans les années à venir ce que j'appellerais une musicologie des objets à une musicologie du sujet. L'idée n'étant pas de créer des oppositions délétères, mais au contraire de comprendre des articulations fondamentales et intégratives dans l'évolution de la discipline. C'est un immense chantier pour lequel il faudra réunir les énergies et pas les disperser. Dans cette perspective, il faudra indubitablement renouer avec une discipline mère dont l'absence ici même doit poser question. Il s'agit de l'esthétique. Il n'est pas question de créer encore une cinquième société d'esthétique musicale, même si on a pu y penser, mais on ne pourra pas faire indéfiniment l'impasse sur les grandes questions de cette discipline, d'autant plus en France où s'est exprimée au milieu du XXe siècle une tradition philosophique dans ce sens du plus grand intérêt. Les enjeux dès lors pour l'analyse musicale s'inscrivent dans l'articulation des rapports entre théorie, représentation et interprétation. L'analyse musicale est en quelque sorte le moteur théorique de l'ensemble de la musicologie, ce qui est certes un grand honneur, mais aussi une charge un peu écrasante. Il faut encore mener probablement un effort très important de synthèse des théories existantes, des théories historiques, pour des raisons liées à la théorie elle-même, puisque c'est, à mon avis, une des charges de la théorie de réaliser cette synthèse, mais aussi, et c'est très important, à la pédagogie. Il y a bien sûr toujours des raisons historiques liées à l'émergence d'une théorie. Mais toute science, bien ordonnée, doit fonctionner de manière intégrative. Deuxième point, le problème des représentations, qui est directement issu de celui des théories, est aussi tout à fait crucial et extrêmement pragmatique. La création d'ailleurs par la SFAM de la revue Musimédiane, dont l'objet principal était d'explorer les potentialités du multimédia pour la mise en œuvre de représentations analytiques, vise à accompagner cette réflexion à la fois dans l'exploration technique la plus poussée et dans la divulgation la plus immédiate de la connaissance musicale. Et là aussi, les perspectives pédagogiques de la chose sont extrêmement importantes. Enfin, le problème de l'interprétation, au sens de ce qui donne un sens à la fois à notre travail à nous, musicologues, et à la musique elle-même, doit entrer dans une nouvelle phase de son élaboration, et c'est ce que Marie-Noëlle probablement voulait souligner. La réunification de l'analyse interne et de l'analyse interne, pour reprendre ces termes,
paraît en effet être un enjeu extrêmement important. En abandonnant l'idée de l'unicité de l'interprétation, et les travaux de François Delalande, ici présents au sein de l'ASFAM, à ce sujet sont déterminants, à mon sens, la musicologie a le choix entre plonger dans le pire des relativismes ou au contraire forger les outils conceptuels aptes à donner à comprendre l'ensemble du système musical, l'objet et le sujet, leur articulation, et à mieux nous préparer aux enjeux techniques et aux enjeux esthétiques qui nous attendent.